Marie-Ange Debon, qui est la patronne de Keolis. Merci de l'applaudir. Et présidente de l'UTP, l'Union des transports publics. Bonjour, merci d'être là. Il faut que vous preniez ce petit engin. Merci d'être là. Peut-être on va commencer par préciser un petit peu les chiffres. Qu'est-ce que c'est Keolis? Comme on dit en général, d'où est-ce que vous parlez? Alors, avec plaisir. Alors, j'ai quand même essayé de vous mettre quelques chiffres, parce que Keolis, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain. En fait, vous utilisez les services, mais très souvent, vous ne savez pas que vous êtes en train d'utiliser les services de Keolis, puisque très souvent, nous sommes sous la marque de nos clients collectivités locales. Donc, si vous êtes lyonnais, que vous allez dans le métro de Lyon, vous êtes chez Keolis. Si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes à Rennes, si vous êtes en Normandie, pas loin d'ici, dans le Calvados, vous utilisez les bus verts. Pas au Havre, c'est ça. Non, pas au Havre. Pas au Havre. Mais bientôt, il y aura un renouvellement, donc on sera peut-être au Havre un de ces jours. Mais alors, donc aujourd'hui, Keolis, comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise qui est présente dans une quinzaine de pays. Et puis, j'ai choisi de la décrire par quelques éléments qui parleront ici à certains qui gèrent des problématiques de risque. Nous, on fait 940 millions de kilomètres par an. C'est-à-dire qu'on fait à peu près 2-3 fois, je crois, le trajet vers la Lune avec nos bus et nos trams. Ce qui, vous imaginez, en termes de gestion du risque sur la voie publique, implique pas mal de risques et d'accidents. Puisque avec les réseaux de trams, les réseaux ferroviaires et les réseaux de bus, on a 22 000 bus en France et dans le monde, ça nous crée en permanence une vigilance très forte et évidemment une problématique d'incidents assez forts et potentiellement même jusqu'à des incidents majeurs. On est un gros opérateur de réseau et de métro, là aussi avec potentiellement des risques qui peuvent être très significatifs. Voilà les grands chiffres. Donc, c'est une entreprise où le poids du collaborateur, le poids du salarié est majeur. Fanny parlait tout à l'heure de capital humain. Keolis, c'est 68 000 collaborateurs. C'est une entreprise de service dont la qualité de service repose évidemment sur ses collaborateurs. C'est ça notre carte d'identité. Et c'est une carte d'identité qu'on n'appréhende pas toujours parfaitement, je vous disais, à cause principalement du fait qu'on se met en retrait vis-à-vis de nos clients, autorités organisatrices. Vos métiers, c'est donc le transport public, la mobilité, donc train, tramway, bus, métro et vélo, puisque en fait, on est aussi le premier opérateur de vélo en France. On gère 33 000 vélos pour les collectivités locales. Et un des grands sujets qu'on a connu avec les Corona-pistes, comme on dit dans le milieu de la mobilité, c'est la coexistence sur la voie publique, du vélo, du bus, de l'automobiliste, bien sûr, et du piéton. Ouais. Voilà. Donc on est en effet au cœur de la mobilité. Notre positionnement est Keolis est une entreprise dite multimodale, donc on est à l'aise dans tous les modes et on essaye avant tout évidemment de les faire fonctionner correctement et on essaye que vous puissiez passer de manière fluide d'un mode de transport à un autre et que les correspondances soient facilitées, que le service soit facilité. Alors ça c'est un vœu qu'on forme tous les jours et qui n'est pas toujours au rendez-vous. C'est un défi et on voit que ceux qui changent leur application ces temps-ci n'ont pas forcément le succès absolu immédiat. Je pense évidemment à Connect et à la SNCF avec ces nombreux bugs pour essayer sur une seule application d'avoir l'ensemble des mobilités. Ce métier a changé ? Le métier est en train de changer dans D'abord, il y a deux grandes dimensions aujourd'hui qui nous impactent, qui impactent beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries. Évidemment, celui de la transition énergétique. Il faut avoir en tête qu'en France, la flotte des bus ou des cars, parce qu'on est aussi un très gros transporteur d'enfants, les cars scolaires, évidemment, quand on vit à Paris, on ne mesure pas ce que c'est que les cars scolaires, mais dès qu'on est hors de Paris, on mesure l'importance du car scolaire. Toute la flotte de bus et de cars en France, c'est une flotte qui est massivement diesel.
et qui est en train de vivre sa mutation progressivement vers l'électrique, vers l'hydrogène ou vers des énergies alternatives. Donc c'est un enjeu évidemment important en matière de savoir-faire, puisqu'il faut apprendre à gérer des bus électriques, ça veut dire les batteries, ces puissances 10 que vous vivez avec votre portable que vous devez recharger, beaucoup plus complexe parce qu'un bus électrique qui s'arrête sur la voie, c'est beaucoup de dysfonctionnement. Donc il y a des outils informatiques qui permettent de gérer ces infrastructures. En fait, le bus électrique, contrairement au bus thermique, est quasiment une infrastructure un peu proche du tramway, puisqu'on réfléchit à un ensemble global. Donc c'est un premier gros changement. Oui. Et le deuxième changement majeur, mais à mon sens, on n'est encore qu'au début de ce changement, c'est celui de la data. C'est la puissance que la donnée va nous donner pour comprendre quels sont nos besoins, quels sont les besoins des usagers. On connaît assez mal, la vision qu'on a du transport de proximité est toujours assez fausse. En général, on appréhende le transport de proximité par le trajet domicile et bureau. Ce qui est le plus fréquent? Ce qui est en fait une part marginale des trajets. Ah. C'est 20% des trajets, puisqu'en fait l'essentiel des trajets, bon, il y a beaucoup de trajets scolaires, mais c'est le trajet de la vie sociale. Donc en fait la part, on pense beaucoup le modulaire, celui qu'on fait le matin, mais en fait ce n'est qu'une petite part de ces trajets. Et ce dont on a besoin, c'est de comprendre quelles sont les attentes des usagers. À quelle heure ils veulent partir? Ont-ils la possibilité de décaler leur déplacement de 10 minutes? Ont-ils des attentes en matière d'affluence dans le bus? Et tous ces éléments de données, pour l'instant, elles sont extrêmement mal connues. On connaît plus les déplacements que les voyageurs. Et on va avoir, je pense, dans les années qui viennent, une puissance de la donnée qui va changer le modèle. On connaît plus les déplacements que les voyageurs. Vous voulez dire par là qu'on ne peut pas individualiser le trajet de tel ou tel, de M. Dupont ou de Mme Durand? Exactement, c'est-à-dire qu'on connaît, on sait qu'on a eu, nous on va dire, on sait qu'on a transporté, qu'on a eu 11 milliards de déplacements, mais combien il y a de passagers? Je vous prends un trajet, si dans une semaine, chaque jour, vous avez 10 000 déplacements. Si chaque jour, c'est 10 000 personnes différentes, ça veut dire que si vous supprimez cette ligne, c'est 70 000 personnes à la fin de la semaine qui ont été concernées. Si c'est tous les jours les mêmes personnes, il n'y a que 10 000 personnes qui ont été concernées. Donc on a absolument besoin de mieux comprendre les flux, la donnée, pour pouvoir mieux dimensionner les services. Or, les infrastructures de transport de proximité sont des infrastructures qui sont coûteuses. Donc vous ne savez pas ce que Google fait? On commence à le connaître, mais on a encore, je crois, une capacité énorme d'amélioration et de compréhension de l'usager. C'est une des grandes frontières qu'on va avoir à relever avec nos clients autorités organisatrices, qui de plus en plus ont envie de prendre la main. Vous voyez, en Île-de-France, Île-de-France Mobilité veut prendre la main par rapport à la RATP et la SNCF pour comprendre qui sont les usagers. Le client a de plus en plus, le client autorité organisatrice, collectivité locale, a de plus en plus envie d'être à la manœuvre. Et ça sera un changement dans les années qui viennent. Est-ce que les voyageurs ont... Est-ce qu'il y a une acceptabilité au fait qu'on connaisse éventuellement la donnée d'un voyageur? Je suppose que les gens ont envie d'être tranquilles et de ne pas être pistés, et de ne pas être tracés. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'une des contraintes fortes qui fait qu'aujourd'hui la protection de la donnée privée est très forte. Mais au-delà de ça, on a besoin de comprendre. On n'a pas besoin de mettre des noms de personnes sur les déplacements. On a juste besoin de savoir la nature des déplacements. Et si c'est des personnes différentes, on n'a pas besoin de savoir si c'est une dame de 70 ans, un gamin de 15 ans. On a juste besoin de savoir si c'est des personnes différentes. Alors j'imagine que l'équilibre économique de vos entreprises, enfin de l'ensemble du groupe Keolis, a été très touché par le Covid. D'abord l'arrêt complet de l'économie et des mouvements de personnes, donc arrêt complet de votre activité, je suppose. En fait, en France, en 2021, on a eu la chance de ne pas être très arrêté. Si je compare 2020, oui. 2020, oui. Mais si vous comparez la France avec beaucoup d'autres pays, en Angleterre, on était à 10% de fréquentation. En Australie, on était à 10% de fréquentation. En France, on n'a jamais connu cette évolution. Et même sur 2021, la France a protégé énormément sa vie.
on ne l'a pas toujours perçu, mais quand nous, on fait la comparaison entre ce qui s'est passé dans les transports collectifs en France avec d'autres pays, la vie française s'est beaucoup moins arrêtée, donc la fréquentation a été très en retrait, bien sûr, probablement autour de 40% sur le premier semestre 2021, autour de 80% au deuxième semestre, mais vous avez eu des pays où on était à 10-15%. Bien pire. Bien pire, bien pire. Et donc c'est revenu ? On était revenu à 85% en décembre en France et on a rebaissé évidemment avec le mois de janvier. Et donc le risque sanitaire est évidemment un risque majeur dans les transports collectifs qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et de fantasmes. Et de fantasmes avec des perceptions qui sont assez différentes, notamment clairement les gens sont beaucoup plus inquiets par tout ce qui est souterrain. Le métro inquiète plus que le tram, que le bus. Donc le fait de voir l'extérieur est important. Le deuxième élément, c'est évidemment l'importance de la communication. Donc on a énormément communiqué sur toutes les mesures sanitaires qu'on prenait. On a, et ça a été un changement majeur, on a digitalisé les moyens de paiement. Dans beaucoup de transports en région, vous payez dans le bus, ouais. Vous payez en euros dans le bus. Ça a pratiquement disparu, le paiement à bord en cash a pratiquement disparu au cours de l'année 2020, ce qui était un changement majeur puisque sur les tickets unitaires, c'était encore le premier mode de paiement. Donc, les usagers sont en demande du sans contact de manière extrêmement forte. Donc c'est le sans contact qui devient prioritaire pour ouvrir les portes, pour payer. Donc ce sont la crise a clairement été un facteur d'accélération. Je pense qu'on n'aurait jamais pensé que la mutation digitale pouvait se faire aussi vite dans des pratiques, y compris des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec le digital, qui ont basculé de manière assez forte vers des outils de paiement sans contact, des paiements par SMS. Ça a été très impressionnant au cours de l'année 2020 de ce mouvement. On parle des risques ? On parle des risques. Quand on fait presque 1 milliard de kilomètres par an, évidemment on a des risques permanents. Comment est-ce que vous gérez ? Quelle est votre politique de gestion des risques ? Notre premier axe, mais je pense que ça résonne pour beaucoup d'entreprises ici, c'est que la prévention des risques est vraiment notre axe prioritaire d'amélioration de la performance. Inutile de vous dire que quand on a un bus qui s'arrête dans une rue, outre les 40 usagers du bus qui sont très énervés, on a un client qui est très énervé et si vous appliquez ça au métro, la puissance d'énervement est encore plus grande, tant de l'usager que de nos clients. Donc on a à la fois un risque de fréquence qui est très très grand et puis un risque de critique qui est très très grand aussi puisque par exemple un passage à niveau, un tram qui rentre en collision avec un bus ou un certain nombre de moyens de transport peuvent avoir un impact assez fort. Donc on a ces deux risques et donc notre quotidien c'est de penser la prévention avec plus ou moins de succès, forcément, avec une capacité à s'améliorer. On a 23 000 bus, ils font des dizaines de milliers de kilomètres par jour, et on a à peu près 60 incidents de bus par jour. Par jour, donc à l'échelle du groupe. Alors, je relève la notion de facteur humain puisque oui, c'est très souvent un facteur humain, mais justement, le cœur de l'action qu'on doit conduire en matière de prévention, c'est de considérer que le facteur humain, on peut y jouer. C'est l'erreur humaine, c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire comprendre pourquoi il y a eu cette erreur humaine, et c'est pour ça que une de nos actions principales, c'est autour de l'éducation, autour du changement culturel. C'est comment on fait prendre conscience à nos conducteurs, qui représentent la moitié de nos collaborateurs, de l'importance de la prévention et de l'importance de comportements qui soient vertueux. Donc c'est tout l'axe de notre politique qui est à la fois au cœur évidemment de la performance économique, puisqu'il faut qu'on soit à l'heure quand on transporte des passagers, il faut qu'on ait une qualité de service, il faut aussi qu'on s'assure de la sécurité et de nos collaborateurs et des passagers et des piétons sur la voie publique. Donc le premier sujet de travail, et
c'est la dimension la plus complexe, c'est comment on travaille sur le changement culturel et comment on fait des 68 000 collaborateurs de Keolis des parties prenantes du problématique de management du risque. Nous, ce n'est pas une question de dirigeant, c'est une question de management de proximité, c'est une question de l'ensemble des collaborateurs qui ont à travailler sur cette problématique. Donnez-nous une idée d'ordre de grandeur. Sur une ville, par exemple, vous êtes à Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes, Dijon, Caen. Prenons Caen, oui, pas très loin d'ici. Combien de personnes dépendent de Keolis? Combien de personnes? De collaborateurs, de salariés? Ouais. Bon, plusieurs centaines sur Caen. Donc c'est des grosses unités à chaque fois. Lyon, on a 4000 personnes. Oui, ce sont des encore une fois, on a besoin d'avoir des conducteurs le matin à 5 h du matin et on finit à minuit. Donc c'est du non-stop. On a des personnels de réserve. Au-delà des conducteurs, on a des personnes dans les centres de contrôle, bien sûr, dans les PC de sécurité. On a des contrôleurs. On essaie de lutter contre la fraude. On a des gens qui organisent les lignes, qui s'assurent de la fluidité des lignes. Et puis on a évidemment toutes les fonctions transversales aussi. C'est tous ces collaborateurs qu'on vise dans le changement culturel et dans l'action de prévention des risques. Et, pardon, mais ça marche? Vous voyez votre taux d'incident décroître? Alors, d'abord, je pense que c'est un travail du quotidien, c'est-à-dire c'est un peu Sisyphe, hein, tous les jours vous recommencez. Je pense alors, j'ai eu la chance d'être dans un secteur qui était celui de l'environnement, qui a fait une grosse mutation sur ce sujet-là pendant 10 ans. Je pense que le transport est encore au début de sa mutation. On y travaille. Je crois qu'il y a une prise de conscience, d'abord parce que les collaborateurs eux-mêmes peuvent être touchés dans leur quotidien. Et puis, quand vous transportez des enfants dans un car scolaire, vous savez que si vous avez fait des excès de vitesse, si les ceintures ne sont pas mises, les enjeux sont énormes. Donc oui, il y a une prise de conscience, il y a une évolution qui se fait. Alors le facteur humain n'est pas le seul facteur. Hein. La maintenance prédictive pour les trams en particulier, pour les métros, elle est majeure aussi. On sait qu'il y a des rendez-vous réguliers pour pas qu'on ait une rame en panne. Donc c'est vraiment les deux éléments sur lesquels on doit travailler. Quand on fait le métier de desservir l'ensemble du territoire, en tout cas là où on est installé, on est un élément clé de la liberté de circulation, donc une des libertés publiques fondamentales, et donc une cible pour le cyber ou pour le terrorisme. Comment est-ce que vous appréhendez ces deux risques-là? Oui, alors le terrorisme, sans aucun doute, comme beaucoup de... Alors nous, on n'a pas, je ne sais plus combien il a dit, 17 sites Céveso, mais on en a... quelques-uns. On a évidemment une attention particulière sur les postes, les centres de contrôle des métros et des trams, des bus aussi, mais en particulier des métros. Donc bien sûr, on est extrêmement attentif là-dessus. Le risque qui a monté, que toutes les entreprises connaissent et qui apparaît maintenant dans toutes les cartographies de risque comme le premier risque, c'est celui de la cyber, bien sûr. Sur lequel on travaille en permanence, donc avec les directions informatiques. Nos installations font l'objet d'un contrôle particulier dans la plupart des pays par la réglementation et par les autorités de contrôle de la sécurité des transports. Donc on est soumis à des règles assez particulières et on est extrêmement vigilant. On a fait l'objet, je crois que Philippe Bleugier mentionnait le nombre d'emails qui arrivaient au PMU. Bon, toutes les entreprises connaissent ça et ont à gérer des firewalls, là aussi l'éducation des collaborateurs qui ouvrent des fichiers qu'ils n'auraient pas dû, les mots de passe laissés sur le post-it, sur l'écran, dans le bureau. Tout ce travail de pédagogie est constant, mais c'est vrai que le risque de cybersécurité a monté. Il se trouve qu'on gère quelques endroits qui sont particulièrement sensibles dans le monde. Alors on a repris le métro et le tram de Dubaï récemment. C'est probablement le centre de contrôle que je connaisse dans le secteur des métros le plus sophistiqué, le plus magnifique et le plus exigeant. C'est un des clients les plus exigeants au monde. Il vous sert
de référence? En tout cas, il est assez pénible au quotidien. Et donc, on va dire oui, c'est une sorte de benchmark. Pareil, et nous aussi, on travaille avec les collectivités locales qui ont besoin de monter la courbe de l'éducation aussi en matière de cybersécurité. Alors, certains hôpitaux ont été attaqués, ça a créé des piqûres chez nos clients qui sont utiles pour qu'on puisse avoir le dialogue avec eux sur ce sujet. Donc la cybersécurité, oui, c'est un risque nouveau, mais à mon sens que beaucoup d'entreprises connaissent, puisque les attaques ont concerné tous les secteurs, le secteur bancaire étant évidemment un secteur très exposé aussi. Évidemment. On parlait de vos activités train, tramway, métro, bus, vélo, peut-être trottinette d'ailleurs? Non, pas trottinette. Position idéologique? Non, pas position idéologique, mais bon, l'intermodalité est déjà assez complexe à gérer. C'est un secteur qui a été très fragmenté, avec des intervenants qui sont arrivés et repartis, des autorités locales qui ont eu du mal à définir les règles. On s'est concentré sur les modes plus lourds, et déjà c'est assez complexe. Donc train, tramway, métro, bus, vélo, la mobilité a changé. Les modes de mobilité, les principes, les attentes des usagers ou des clients. Je ne sais pas comment vous dites, usagers ou clients? Nous, on dit les voyageurs, on dit les usagers, on dit les clients. Ouais. Ça dépend un peu des collectivités locales qui, pour certaines... Ah oui, de la couleur politique de la collectivité locale. Certaines ont des préférences. Pour moi, je trouve que c'est à la fois... les trois termes sont appropriés. Hein. C'est pas simplement des clients. On est dans un métier de service public. On est aussi dans un métier de service public qui n'est pas financé par uniquement le tarif. On est largement. C'est quoi la balance? Le tarif représente moins de 45% de la rémunération. Hein. Et ça, même dans les collectivités locales où les tarifs sont les plus élevés. Donc le transport de proximité est entièrement subventionné par des redevances ou des taxes. Donc on est quand même dans une logique de service public. On peut comprendre la notion d'usager. Alors disons quand même, les voyageurs. Bon, les voyageurs ont changé leur notion de la mobilité. Comment est-ce que vous vous projetez dans les 10 ans qui viennent? Les voyageurs ont une attente de qualité de service supérieure. La plupart, je pense, si on a... Alors, il y a sans doute beaucoup de Parisiens dans la salle. Paris est un point un peu particulier. L'Île-de-France est probablement un peu plus complexe à gérer, mais on voit des tendances un peu partout. D'abord, les usagers veulent une qualité d'information sur l'information plus grande, c'est-à-dire savoir à quelle heure le bus, le métro va passer, savoir combien il y a de personnes dans la rame. L'affluence va être un élément qu'on est en train de déployer. Donc, c'est-à-dire que vous savez que la ligne F va passer, le bus passe dans 10 minutes. Là, il y a 40 personnes. Dans le prochain, il n'y aura que 30 personnes. On ajustera ses départs et ses mouvements en fonction de l'affluence. C'est une tendance qu'on voit. Deuxième tendance qu'on voit, c'est clairement le fait d'aller vers des bus de plus en plus vertueux en termes environnementaux, donc l'électrique, qui est à la fois moins bruyant, plus agréable de conduite, et on fait un gros effort pour que le moyen de transport soit agréable. Alors, quand on est tassé dans un RER en Île-de-France, on n'en est pas 100% convaincu. Mais pourtant, c'est un effort que font toutes les collectivités locales d'aller vers des bus beaucoup plus clairs, des sièges plus confortables. Il y a une réflexion autour du confort qui est grande, et le développement des bus dans des sites dédiés. Si certains habitent Bayonne, il y a 2 lignes aujourd'hui électriques à Bayonne. Les bus sont très beaux, très agréables, très confortables. Donc ce sont des changements, parce qu'il faut qu'on arrive, et ça c'est une conviction assez forte qu'on a, qui est que quand il y a une attente de croissance inclusive forte, il y a une attente de croissance qui soit soucieuse de la planète. C'est clair, je pense que c'est un mouvement de fond. Le transport public a un rôle majeur à jouer là-dessus, puisque l'autosolisme, quand on utilise dans notre jargon, c'est-à-dire vous êtes seul dans votre voiture pour rentrer dans la ville ou pour faire un déplacement, est une source de pollution, de congestion. Donc on ne pourra pas continuer à vivre avec ce modèle. Donc le transport collectif doit apporter sa pierre à l'édifice.
Et pour ça, il faut qu'il soit agréable. Et c'est le challenge qu'ont les collectivités locales et qu'on a. C'est un sujet de qualité de l'offre, qualité de service, et donc c'est à nous d'améliorer la qualité de service. Objectif en termes de chiffre d'affaires, demain? Non, on fait 6 milliards de chiffre d'affaires, la moitié en France, la moitié dans une quinzaine de pays. Notre objectif n'est pas nécessairement de croître le chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est de continuer à améliorer la qualité de service. On a la chance de ne pas être une entreprise cotée, c'est aussi une chance. Moi, je ne cherche pas à avoir la profitabilité la plus grande, je cherche à avoir une profitabilité raisonnable, encore une fois par la nature de notre métier, qui est celle d'un service public, et d'avoir une qualité de service qui attire de plus en plus et qui fasse remonter la fréquentation, et qui, si on est un petit peu optimiste, qui disent qu'on peut réenchanter les transports collectifs, ou les enchanter, puisque peut-être qu'on ne les a jamais réenchantés. Donc il y a peut-être ce travail de qualité de service, d'accueil et d'information de l'usage du passager, de l'usager, qu'il faut qu'on continue de travailler. Alors, va pour enchanter les transports publics. Merci beaucoup, Marie-Ange Debon. Merci à tous. Merci.